Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 avec Mosley. Bonjour Mosley. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. On parle de quoi? Comme tu l'as annoncé tout à l'heure, on a un invité sur le plateau et évidemment il s'appelle Monsieur Petit Lambert Ovono. C'est son vrai nom? Oui, c'est son vrai nom, il le confirmera tout à l'heure. Il est évaluateur certifié des politiques publiques mais également analyste. Donc avec lui, on va revenir sur l'actualité, en l'occurrence la sortie de Zachary Mimboto. Merci. Monsieur Petit Lambert Ovono, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Évaluateur politique. Des politiques publiques. Évaluateur des politiques publiques, c'est quoi exactement comme métier? C'est une des branches, une spécialité des sciences politiques. Simplement, c'est lorsque un État fait des interventions, ces interventions s'adressent tout naturellement aux populations qui ont des besoins. Et ces besoins sont exprimés et sont inscrits dans l'agenda gouvernemental. Et le gouvernement met donc en place des programmes, des activités et des projets pour pouvoir répondre à ces populations. Et notre rôle à nous consiste à venir vérifier si les objectifs fixés à ces programmes, à ces activités, atteignent les cibles et s'il y a réellement changement. C'est-à-dire si les bénéficiaires sont contents de ce que le gouvernement fait. Est-ce que vous êtes compétent en la matière? Est-ce que vous avez des... On appelle ça comment? Un parcours, est-ce que vous avez les éléments qui vous permettent de faire ce jugement ou bien ce suivi? De donner ces... Bon, vous savez, il y a une expression qui dit que le porc ne déclare pas sa quantité de graisse. Mais en revanche, j'ai quand même un parcours assez long, multiforme. D'abord, je suis diplômé, j'ai fait un DSS de relations internationales à Paris. J'ai fait un brevet de technicien supérieur en électromécanique. J'ai travaillé 10 ans à la Société d'énergie d'eau du Gabon auprès du directeur comme chargé d'études. Et j'ai un diplôme d'évaluation de politique publique qui est préparé par 3 universités, l'Université de Louvain, l'Université de Liège et l'Université de Bruxelles. Et c'est à Liège, à la faculté de sciences politiques de Liège, qu'on prépare la certification. Donc c'est un diplôme post-master ou post-doctoral. Et vous devenez certifié si les pairs avec qui vous travaillez ont lu vos rapports et vous ont noté. Et c'est à ce moment qu'on vous délivre la certification. Vous avez fait un rapport, vous avez travaillé. C'était quoi le thème du vôtre? Ma thèse portait sur l'évaluation du rapport du MAEP. Le MAEP, c'est le mécanisme africain de l'évaluation par les pairs au Burkina Faso. Donc c'est ce rapport que j'ai méta-évalué, c'est-à-dire j'ai évalué les évaluateurs qui ont rédigé ce rapport. Vous savez aussi, peut-être vous ne le savez pas, mais si vous le savez, c'est bien, que votre pays, le Gabon, avait commencé ce travail d'évaluation du MAEP avec le professeur Anaklé Bissielo, qui avait été désigné, je crois, un sociologue. Oui, le sociologue, qui avait été désigné par M. Ali Bongo, je pense. Bon, naturellement, moi, j'habite pas réellement au Gabon, j'habite à Paris depuis près d'une quarantaine d'années, mais je sais que c'est Anaklé Bissielo qui avait été mandaté pour évaluer le MAEP au Gabon. D'accord. Ils ont fait un premier draft qui n'est pas terminé, puisque le président de la République, une fois ce rapport terminé, devait le soumettre à ses pairs, chefs d'État, qui font partie de ce mécanisme qui appartient au NEPAD. Le NEPAD, c'est le nouveau partenariat pour le développement en Afrique, et une agence de l'Union africaine. Ce travail n'est pas terminé. Donc j'avais méta-évalué ce rapport du Burkina Faso. Alors, comment est venue l'idée de la création de Sogeval? Ça, c'est mon parcours un peu universitaire, mais dans mon parcours professionnel, je vous l'ai dit un instant, j'ai travaillé à la SEG comme chargé d'études, et puis j'ai été nommé, après mon DSS en relations internationales, j'ai été intégré au ministère des Affaires étrangères gabonais, dont je suis diplomate du ministère des Affaires étrangères gabonais. Bon, je suis maintenant retraité depuis décembre dernier. Mais quand j'ai pris mes fonctions au ministère des Affaires étrangères, j'ai été nommé immédiatement conseiller du président de la République, Omar Bongo. Ensuite, conseiller personnel. Je suis resté 13 ans conseiller personnel du président
du feu président Omar Bongo. Et j'étais justement en charge de l'analyse des politiques publiques et de suivre aussi la coopération entre le système des Nations Unies et le Gabon. Que fait un conseiller on vous a ici, donc on va profiter. Que fait concrètement un conseiller personnel du président de la République? Moi, je voudrais savoir aussi, après votre réponse, c'est quoi concrètement pour un enfant de terminale? Comment il doit comprendre l'expression politique publique? Mais la politique publique, c'est que les populations ont des besoins. Si ces besoins ne peuvent pas être satisfaits par sa famille ou par une entreprise privée, et que c'est seulement l'appareil politico-administratif du pays qui peut satisfaire, dont l'État, qui peut satisfaire à ses besoins, ça s'appelle donc une politique publique. Est-ce qu'il y a des politiques privées? Toutes les politiques, c'est pour les populations. Mais non, une entreprise privée, son but, c'est un but lucratif. Alors que l'État, ce n'est pas un but lucratif. C'est-à-dire qu'il n'attend pas de l'argent contre le service qu'il rend à la population. Alors qu'une entreprise privée, la SEG vend de l'électricité ou de l'eau. D'accord. Ça, c'est clair dans ma tête. Alors, pour revenir... Non, il y a une question qui n'a pas répondu. Oui. 13 ans pour revenir 13 ans aux côtés d'Omar Bongo, ensuite, vous avez décidé de créer Sogeval. Ah oui, pour répondre à votre... Bon, donc, après la certification, quand le président Ali Bongo est arrivé, je n'ai pas été reconduit comme conseiller. Bah, c'est un peu normal, j'avais déjà fait 13 ans comme conseiller personnel et j'étais quand même déjà un peu avancé en âge. Il fallait peut-être que les jeunes aussi viennent occuper les postes. Je suis donc retourné à Paris où j'ai un cabinet, j'avais créé un cabinet et je me suis spécialisé à ce moment-là en évaluation des politiques publiques. C'était en 2012 et... En 2012, j'ai donc créé Sogeval, étant en Paris. Mais comme je voulais travailler sur l'Afrique, je l'ai créé tout naturellement au Gabon, étant donné que je suis ressortissant originaire du Gabon. J'ai créé Sogeval, mais au moment où je commençais les activités de Sogeval, j'ai été recruté par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CAC. Je suis devenu expert de la CAC pendant 4 ans. Et je viens de terminer donc mon contrat avec la CAC et parallèlement, j'ai été recruté par le programme des Nations Unies à New York, le PNUD, pour faire l'évaluation des programmes du PNUD à New York. Donc je suis consultant du PNUD. Vous travaillez avec des équipes, vous avez des équipes. Non, mais c'est pas l'évaluation, c'est pas quelque chose où il faut des équipes, il faut des spécialistes. Je vous ai dit, c'est très très rigoureux. Il faut un minimum un master en sociologie, en économie, en sciences politiques. Et puis, il faut quelques années d'expérience. Bien sûr. Pour pouvoir non seulement recueillir les données, on appelle en anglais du monitoring, mais pouvoir aussi les analyser. Parce que l'analyse, il y a des critères d'analyse. La cohérence, la pertinence, l'efficacité, la durabilité, la pérennité. Ça, c'est des concepts un peu rigoureux. Et ça ne se balade pas dans la rue. Il faut donc analyser tout ça et faire des recommandations. Est-ce que vous analysez les politiques publiques mises en action en ce moment dans notre pays? Ah, bien entendu, sinon... Quel est le constat qui ressort de ça? Bon, lorsqu'on vous demande de faire une évaluation, c'est un commanditaire qui le fait. Quelqu'un fait sa commande, il demande à Sogeval de venir évaluer tel ou tel projet, telle ou telle activité. Le système de santé, par exemple? Bah bien sûr, mais c'est au commanditaire qu'on rend le rapport. Et ce n'est pas à nous de rendre public le rapport. C'est vous qui avez commandé le rapport, c'est à vous de rendre public le rapport. Mais votre question est pertinente parce que, comme dans ce pays, les gens croient tout connaître. Ils nous demandent où sont vos rapports, mais nous n'avons pas à publier les rapports. Vous pensez que les avocats publient les dossiers de leurs clients? Mais alors, c'est pareil, c'est un bureau d'études. Simplement. Mais de l'observation de la mise en œuvre des politiques publiques depuis 2009, 2012, qu'est-ce qui ressort le plus dans vos analyses, dans vos observations? Il ne peut pas publier. Oui, mais ça, c'est pas un rapport qu'il publie. Il donne un avis par rapport à son travail. Non, c'est une question importante. Nous sommes arrivés au Gabon le 14 octobre 2013. Et à partir de cette date, nous avons entamé la promotion de l'évaluation. La promotion de la culture de l'évaluation dans notre administration. Moi particulièrement, j'avais été contacté par le bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent du président Ali Bongo.
Ils sont venus à Paris, on a discuté, ils m'ont invité à venir au Gabon. Je suis venu au Gabon, j'ai donc commencé la promotion auprès des institutions et notamment auprès de la Cour des comptes. Et nous travaillons vraiment à un partenariat très très pointu avec le premier président de la Cour des comptes, M. Gilbert Ngoulakia. Ensuite, nous travaillons avec le Parlement, notamment la commission des finances du Sénat avec M. André Richard Moussonda Mikala. Nous travaillons avec les autres institutions, l'Assemblée nationale, le ministère du Budget, le ministère de l'économie et la primature. Quels résultats nous avons obtenus jusqu'à présent? Nous avons obtenu premièrement en 2015 un arrêté du Premier ministre qui institue une journée nationale de l'évaluation chaque année qui est fêtée au Gabon. J'ai l'arrêté signé du Premier ministre. Nous avons, l'année dernière, j'étais à Kampala et quand j'ai été appelé pour venir assister au dialogue politique d'Angondje, et là, j'ai prononcé un discours où je sollicitais l'inscription de l'évaluation des politiques publiques dans la Constitution gabonaise. Ça a été accepté. C'est l'article 36 de la Constitution. Donc, il y a de sérieuses avancées. Et puis, l'année dernière, nous avons célébré la 2e journée de l'évaluation. Et maintenant, il y a dans tous les ministères, il y a des points focaux qui ont déjà été identifiés et à qui nous avons donné en fin de l'année dernière une formation, une initiation auprès de l'Institut de l'économie et des finances pour former les points focaux du Gabon en matière d'évaluation. Et nous faisons énormément de déplacements à l'extérieur pour aller confronter notre expérience avec les autres pays. J'ai envie de vous poser une question qui pourrait sembler bête, mais c'est très important. En quoi est-ce que c'est nécessaire pour un pays ou pour des administrations de pratiquer une évaluation, par exemple, faite par un cabinet extérieur comme le vôtre? Non, votre question n'est pas bête. Il y a 3 types d'évaluation. Vous-même, peut-être vous ne le savez pas parce que ce n'est pas formalisé, ce n'est pas systématisé. Chez vous, vous faites toujours l'évaluation. Quand vous voulez vous acheter une paire de chaussures, vous regardez d'abord ce que vous avez comme chaussures à la maison. Et si vous pensez que toutes vos chaussures sont déjà assez vieilles ou sont trouées, vous prenez donc la décision de vous en acheter une. Mais vous ne l'achetez pas comme ça, vous regardez votre porte-monnaie, combien vous en avez, vous programmez dans quel magasin il faut l'acheter. Tous ces comportements-là, c'est des comportements d'auto-évaluation. Vous vous évaluez vous-même. Maintenant, il y a aussi l'évaluation interne. C'est-à-dire, vous êtes dans votre maison, vous avez vos enfants, c'est vous qui vous rendez compte que il faudrait peut-être que j'équipe mes enfants maintenant des chaussures. Mais vous inventoriez d'abord ce qu'ils ont. Ça, c'est l'évaluation interne, puisque vous êtes dans le même milieu, vous êtes dans le même contexte. Et enfin, l'évaluation extérieure, c'est quand même un regard extérieur, parce que c'est bien beau d'être juge et partie, mais quand même, il faut quand même un regard extérieur, et ça amène un peu plus de crédibilité, un peu plus de neutralité. Le voisin. Oui, les voisins, vous pouvez inviter qui regardent un voisin. les chaussures de vos enfants. Oui, bien sûr, et ils vous critiquent en plus si c'est mal fait. Donc, vous voyez, il y a auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe. Mais ça coûte cher, l'évaluation, très cher. D'accord. Et c'est important parce que du coup, ça permet de... Mais c'est aussi un bon moyen c'est un outil de bonne gouvernance, l'évaluation. Parce que l'État engage les finances publiques, donc l'argent des contribuables. L'État utilise l'administration publique, dont notre administration. L'État utilise le patrimoine, les routes, les écoles, les bâtiments qui sont construits. C'est pour nous, tout ça. Donc les ressources de l'État nous appartiennent à nous tous. Et quand l'État engage dans des politiques, c'est-à-dire on veut construire un marché, il faudrait quand même que les bénéficiaires de ce marché puissent s'exprimer. Donc, non seulement c'est un outil de bonne gouvernance, mais c'est aussi un fort outil de démocratie participative. Il faut que les populations aient leur mot à dire. Or, jusqu'à présent, dans pas mal de pays, même en Europe, les populations subissaient un tout petit peu, sans qu'ils aient leur mot à dire, en matière d'investissement de l'État, en matière de fonctionnement de l'État. Est-ce que c'est ce qui a pu provoquer la montée du gilet jaune?
ce caractère qui fait que les populations... Quand je suis en Afrique, je ne refuse pas de répondre à votre question. Ça ne vous intéresse pas en Afrique. Pourquoi vous vous intéressez aux Gilets jaunes? Vous ne connaissez rien de la France. Vous n'êtes pas contribuable français. Pourquoi ça vous intéresse? Peut-être parce qu'on a un rapport direct avec ces pays et qu'on observe leur politique par rapport aux nôtres. Vous ne pouvez pas comparer la politique gabonaise à la politique française. Vous êtes trop en retard. C'est vraiment incomparable. Depuis plus de 20 ans, les populations françaises ont accumulé un certain nombre de rancœurs vis-à-vis de leurs dirigeants. Par exemple, au niveau de la fiscalité, les impôts ont tellement augmenté. Des chefs d'État comme Nicolas Sarkozy ont fait le paquet fiscal, c'est-à-dire baisser l'impôt des riches. Et toute cette accumulation de choses se répercute auprès d'un chef d'État, aujourd'hui en France, qui est Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron ne va pas résoudre les problèmes qui durent depuis bientôt 25-26 ans. C'est ça le problème des Mais monsieur Petit Lambert, si on regarde aujourd'hui l'état d'esprit des Gabonais à l'égard des politiques, à l'égard de l'État, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de rancœur quand on voit la situation délicate sur le plan social qu'on vit aujourd'hui dans notre pays? Très bonne question. Voilà, c'est là où on voulait en venir. J'ai écrit ce matin un texte, puisque je suis éditorialiste. J'écris au moins un texte tous les matins, par jour, je confirme. Depuis 10 ans, au moins un par jour, et vous connaissez le titre. Le Gabon est malade. Comment guérir le malade Gabon? Le Gabon n'est pas malade qu'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est normal qu'on soit malade. C'est normal qu'on soit en crise de temps en temps. En langue chinoise, qu'on appelle le mandarin, le mot crise signifie guerre et opportunité. Parce que chaque fois qu'il y a guerre, il faut toujours penser comment s'en sortir. Comment sortir de la guerre. C'est pour ça que c'est un même mot. Mais en français, crise, on voit le drame derrière. Non, on peut voir le drame, mais il faut toujours réfléchir quelle opportunité est là et qu'on va réfléchir pour sortir de cette opportunité, c'est-à-dire mettre en place un nouveau projet. Le Gabon a toujours été malade. Je l'ai écrit au moment des indépendances. Jusqu'en 1964, il y a eu des crises. Ça s'est transformé par quoi? Par un coup d'État. La crise a continué jusqu'à l'arrivée d'Albert Bernard Bongo au pouvoir. Et Albert Bernard Bongo a donc réfléchi avec ses équipes et ses amis pour résoudre ce problème. Ils ont créé un parti unique. Le PDG. Et le PDG a tenu le Gabon pendant près de 20 ans sans réelle crise. C'est vrai, il y avait des petites velléités telles que le Morena. Vous savez, le Morena est né en 81. À ce moment-là, les fractures ont commencé parce qu'il y avait aussi une situation économique difficile. Parce que quand le président Albert Bongo prend le pouvoir, le pétrole est à $4 et il connaît un boom pétrolier. Ça engrange d'énormément de recettes dans les caisses de l'État. C'est ce qui a provoqué des investissements que vous avez. Mais à partir de 81-82, les consommateurs de pétrole ont décidé que c'est eux qui vont désormais fixer les coûts des prix des matières premières. Donc, du coup, nos pays qui avaient des programmes exorbitants, clés en main, se sont retrouvés dans des difficultés. Il fallait maintenant signer des plans d'ajustement structurel. Et à partir de ce moment, la crise s'est amplifiée. La crise politique, il y avait la crise économique, la crise sociale, et finalement la crise politique est venue dessus. Et en 90, on a dit, il faut faire la conférence nationale. Donc, diagnostic est là. Ensuite, on passe à la thérapie, c'est-à-dire comment résoudre la crise. On a fait la conférence nationale. Mais depuis la conférence nationale, qu'est-ce qui s'est passé? Un balai de médecins, un balai de prescription. Oui, il y a eu un balai de prescription. Est-ce que ça a été mis en œuvre? Le comité de suivi, de mise en œuvre, a-t-il fait son travail? A-t-on évalué? Vous voyez la nécessité d'évaluer. A-t-on évalué que toutes les décisions qui ont été prises de façon consensuelle ont été mises en œuvre? Non. Enfin, moi, j'étais pas au Gabon, donc je peux pas réellement savoir. Mais je sais qu'il y a eu un comité de suivi, mais il n'y a pas eu de suite. Et finalement,
7 ans plus tard, alors que la conférence nationale avait décidé que le mandat présidentiel était désormais de 5 ans, renouvelable une fois, 7 ans plus tard, on a remis le mandat à 7 ans, 7 ans. Indéfiniment. Donc, vous voyez, si on avait mis en œuvre les accords adoptés de façon conscientielle, les recommandations, peut-être on n'en serait pas là. Alors, comment on peut aujourd'hui entrevoir l'appel à un nouveau dialogue républicain suggéré par Zakary Mimboto? Mais justement, le président Omar Bongo, quand il a vu ce qui s'était passé après 90, il a prononcé le 2 décembre 2007, à l'anniversaire de ses 40 ans de pouvoir, un réquisitoire contre lui-même. Il a fait un diagnostic, vous vous souvenez, il a dit qu'avons-nous fait du chemin de fer, qu'avons-nous fait d'Air Gabon, qu'avons-nous fait... Zakary Mimboto est revenu largement là-dessus également. Oui, mais lui-même, il était au pouvoir à ce moment-là. Il était, enfin bon, peut-être en 2007, il était déjà sorti. Mais avant, il a participé à la conférence nationale. Il a participé certainement à la création du PDG, où il a été secrétaire administratif, c'est-à-dire le numéro 2 du parti. Ils ont géré le pays. Ça ne veut pas dire. Quand il a compris que ce n'était pas nécessairement ce qu'il voulait, il s'est retiré. Mais il sait très bien que si les causes ne sont pas résolues, on ne peut pas résoudre le problème de la crise. Donc, son appel au dialogue. Mais son appel au dialogue ne va pas loin. Il voit le problème, il décrit bien les problèmes, il décrit bien les conséquences, mais il ne va pas réellement aux causes. Il faut aller aux causes. La crise n'est pas d'aujourd'hui. Elle date depuis 1959. Comment on trouve une solution plus ou moins définitive à ces problèmes-là aujourd'hui, M. Petit-Lambert? Comment peut-on? On ne peut pas trouver une solution en disant qu'il faut chasser Brice Lacruche à Lianga. On ne peut pas trouver une solution en disant que c'est Marie-Madeleine Borancho qu'il faut égorger. On ne peut pas trouver une solution en disant Ali Bongo Ondimba. On ne peut pas trouver une solution en disant c'est le Parlement qu'il faut éliminer. On ne peut pas trouver une solution en disant c'est Jean Ping. C'est pas comme ça. C'est pour ça que je dis il faut bien maîtriser les causes de la crise et faire un nouveau projet pour le Gabon, mais un projet consensuel avec des objectifs bien déterminés, objectifs généraux, objectifs spécifiques, des activités à entreprendre et les résultats escomptés. Quels résultats nous voulons tirer? Et c'est seulement à ce moment qu'on va nommer les pilotes, les acteurs. Or, dans votre pays, on commence par les acteurs. Tout le monde veut être président, tout le monde veut être ministre, tout le monde veut être ceci. Et on ne regarde pas les activités, on ne regarde pas les objectifs, on ne regarde pas où on va aller. Tout le monde veut se partager les postes. Donc, il faut changer de paradigme. Il faut changer la façon de raisonner et faire un projet de développement pour notre pays, le décliner en objectifs, en activités, en résultats et voir comment on finance tout ça et évaluer progressivement pour voir à quel niveau nous sommes. Est-ce que le changement s'opère progressivement? C'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce que c'est pas ce qui est en train d'être fait en ce moment? Du coup, j'ai envie de vous... Qui doit faire ce travail, puisque les acteurs politiques prennent le problème du mauvais bout. Du coup, qui doit s'asseoir pour monter ce travail, le travail dont vous parlez? Est-ce qu'au final, on a des gens en ce moment capables de faire ce travail au Gabon? C'est une très bonne question. En 1968, pour guérir le malade, on a créé quoi? Le parti unique. Qui l'a créé? Omar Bongo et président de la République. En 90, on a fait la conférence nationale, n'est-ce pas? Qui l'a convoqué? Le président de la République. Le président de la République. Donc, pour faire ça, il faut que le président de la République convoque quelque chose. Mais si vous voulez égorger le président de la République, comment voulez-vous vous en sortir? Si vous excluez les gens, comment on va s'en sortir? On ne peut pas. C'est le président de la République, il a quand même une légalité, même si on conteste sa légitimité. Mais c'est lui qui signe au nom du Gabon. C'est lui qui dirige tout. Il vaut mieux s'entendre avec lui, s'asseoir, pour qu'il puisse convoquer nous tous. On adopte des résolutions, des recommandations. On met en place un comité de suivi et une équipe pour évaluer. Et c'est comme ça que nous attendons les résultats. Monsieur Petit-Lambert, Monsieur Mimboto est revenu également sur le besoin aujourd'hui que les institutions habilitées puissent
constater ou déclarer la vacance de poste Mais en ce ça, qui concerne le chef de l'État. Ça, c'est la politique politicienne. On veut seulement qu'Ali... Mais vacance de poste veut dire qu'Ali Bongo ne soit plus là. Ça, c'est de la politique. Mais c'est pas ça dont le Gabon a besoin. C'est pas ça. Souvenez-vous, il y a moins de 6 mois, le président Jean Ping, il a dit, maintenant, la solution, c'est l'affrontement. C'est-à-dire pour guérir le Gabon, l'affrontement. Jean Yegendon a fait une participation, une rencontre participative où il appelle des gens aux contributions. Il y a un jeune, je crois, Privan Ngomo, qui a écrit un superbe article suffisamment fouillé pour faire déjà des propositions. Samedi, c'était Zachary Miboto qui fait aussi des propositions. Ces propositions ne vont pas aux causes. Mais monsieur Petit-Lambert, quand on regarde un tout petit peu aujourd'hui les nombreux blocages institutionnels que nous constatons au Gabon, on a par exemple aujourd'hui la Cour constitutionnelle qui est incapable de faire sa rentrée parce que simplement le président se trouve à l'extérieur. On a par exemple le problème de l'organisation d'un conseil des ministres. Est-ce que ces situations qui sont de nature à verrouiller ou à bloquer l'institution politique, notamment quand on sait également qu'aujourd'hui la Constitution a été revue en donnant la légitimité de gestion totale au chef de l'État, est-ce que la situation l'état de santé du président Ali Bongo ne pose pas problème aujourd'hui pour qu'il y ait une quiétude en ce qui concerne l'organisation institutionnelle de notre pays? D'abord, rien n'est bloqué. Toutes les institutions fonctionnent. Rien n'est bloqué. Monsieur Petit, Ça ne fonctionne peut-être pas bien, mais rien n'est bloqué. Et qui? C'est l'opposition qui fonctionne bien, c'est le PDG qui fonctionne bien. Les institutions ne sont pas bloquées, les institutions fonctionnent. Bien entendu, on peut être malade, mais quand même, ça ne nécessite pas d'en faire tout un plat. Des crises arrivent. Je vous ai dit, il y a des moments de crise. Quand il y a crise, il y a opportunité. Il faut réfléchir sur comment s'en sortir. D'ailleurs, je vous signale que le président Ali Bongo est arrivé hier à Libreville. Et bienvenue au président Ali Bongo, parce que ça permet déjà de résoudre un certain nombre de problèmes et surtout, ça nous permet de tirer des leçons. Vraiment, excusez-moi, je veux parler de ces leçons. Si la maladie d'Ali Bongo était survenue au Gabon, il ne serait plus peut-être de ce monde. C'est pas seulement Ali Bongo. Ça veut donc dire qu'un problème de santé se pose réellement à chacun de nous ici lorsqu'on est malade. Quelle est la situation de nos hôpitaux, la situation de nos médecins, la situation du système de santé des plateaux techniques? Ça, c'est le premier problème. La première leçon à en tirer. Donc, vraiment, c'est bien que ça se soit produit dans un pays où il y a toutes les commodités pour pouvoir se soigner. La deuxième leçon, c'est vraiment le défoulement qu'on a eu par rapport à l'accident du président de la République. Et les gens se sont là vraiment exprimés, défoulés. Il y en a qui souhaitaient sa mort, il y en a qui souhaitaient qu'il disparaisse, il y a d'autres qui priaient pour lui. Mais c'est normal, c'est ça la démocratie, chaque camp s'est exprimé. Mais la troisième leçon, c'est pour Ali Bongo lui-même. J'espère que ces conseillers ont pris note de tout cela et ils vont lui dire, Monsieur le Président, pendant votre absence, voilà ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut changer la façon de diriger le Gabon? Parce qu'on doit tirer le son de chaque chose qui nous arrive. Et je crois que c'est ça que nous devons retenir. Merci, monsieur le Petit Lambert Ovono, qui était donc l'invité de Mosley ce matin, c'est ça, Mosley? Voilà, et qui est un spécialiste dans l'évaluation des politiques publiques, qui venait s'exprimer dans le Da Fresh Morning sur Urban FM 104.5, la station urbaine. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.